Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel plaisir pour moi et ma camarade d'être présente ici ce soir et d'avoir la chance de vous présenter un débat aussi épique que celui auquel nous allons assister. Un débat qui sort de l'ordinaire puisque nous n'allons pas voir une classe en affronter une autre, mais que nous allons voir les élèves de la terminale affronter les anciens ambassadeurs, que je tiens d'ailleurs à remercier pour avoir répondu présent à ce grand événement. Ils ne pouvaient pas se retrouver sur un meilleur sujet que celui-ci. Une paix simulée nuit plus qu'une guerre déclarée. Il faut savoir que plus on simule une fausse paix, plus la guerre sera terrible et engendrera des dégâts plus importants. Et nous n'avons de meilleurs exemples pour illustrer ceci que par les États-Unis et la Chine. La guerre n'est peut-être pas encore déclarée, mais elle risque de générer une crise mondiale à tous les niveaux. Nous assistons à des guerres simulées aussi bien sur le plan diplomatique que technologique et j'en passe, tout aussi dévastatrices les unes que les autres. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de lancer ce débat et d'écouter les deux équipes qui vont chacune défendre leur thèse. Veuillez accueillir sous les applaudissements chaleureux nos élèves Ali El-Iraqi, Souleymane Fergouch, Salma Boutal, Biassine Khedjaoui. Et leurs aînés, Oumaima Mounji qui a eu son baccalauréat lors de la promotion Latis, Ali Lesri qui a eu son baccalauréat lors de la promotion Soukaina Ergibi et Simo Keroumi et Khalil Badawi qui ont eu son baccalauréat lors de la promotion Veni Vedi Vici. Notre jury aujourd'hui est composé de M. Ouhdo, Mme Amzian, Mme Simari, M. Nezar et M. Shedach. Je tiens juste à vous rappeler les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. Les interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Lors des interventions, prière à nos chers débatteurs de ne pas toucher le pupitre, le micro et tout matériel commun susceptible d'entraver les mesures sécuritaires prises par l'établissement. L'audience, elle, est tenue de respecter les débatteurs ainsi que les mesures sécuritaires mises en application. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir la distanciation physique, le silence, le calme et le respect dans la salle. Garder son masque en tout temps. N'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Ne pas monter sur la scène à la fin du débat. Interdiction d'utiliser le téléphone portable. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent débat. Monsieur, s'il vous plaît. C'est nos terminales qui commencent. La loi de Murphy stipule, je cite, « Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. » Mesdames et messieurs, honorables jurys, monsieur le directeur, bonsoir. On peut interpréter cette loi de deux manières. La première, c'est de la prendre au pied de la lettre et de l'ériger en principe vers une direction de pessimisme. Alors, en fait, c'est très simple. La loi de Murphy est le constat fondamental et universel que le pire est toujours certain. Ça, d'une part. La deuxième vision consiste à prendre la loi de Murphy comme une règle de conception. Donc, cette loi est bon, je donne un exemple tout d'abord. Un équipement doit être non seulement à l'épreuve des accidents les plus improbables, mais aussi des manœuvres les plus stupides commises par l'utilisateur, en considérant bien sûr ces fâcheuses manies qui ne font au final que brosser le portrait de son irresponsabilité et nonchalance. Donc, une paix simulée ne fait que retarder un processus humain inévitable, qui n'est au final qu'une bombe à retardement attendant d'exploser. Alors, chers opposants, je vous en conjure à l'avance, évitez-nous tous vos discours sur la paix qui décrètent que nous devons être pour cette dernière en pensant aux victimes, puisqu'au final, nous ne sommes pas en train de défendre la guerre au profit de la paix, mais tout simplement en train de mettre en évidence l'absurdité de son conjoint, notre dénommé paix simulée. Parce que simuler, c'est faire semblant, c'est prétendre, c'est prétexter, c'est tout sauf la réalité. Et les homo sapiens que nous sommes ont toujours préféré se réfugier implicitement dans l'utopie.
Ces échanges de revers entre la tristesse, la peur et la colère sont peut-être même derrière la création du mensonge. Et en enchaînant cette bêtise-là à travers les âges, il se voit aujourd'hui intercalé dans son récit cette nouvelle conception avec laquelle il normalise et ce qui est anormal et qui est de simuler une paix. Rien qu'une pseudo-solution versée dans le pessimisme qui ne résout rien du tout et qui ne fait qu'entacher le mot de base en pensant atténuer la guerre par le biais de cet euphémisme. Alors que l'homme n'essaye que de gagner du temps pour mieux guerroyer. D'ailleurs, verser du lait dans l'urine ne rend pas la chose plus comestible. Merci. Quand on fait l'amour, l'orgasme est essentiellement atteint grâce à 3 hormones. Sérotonine, hormone du bonheur, endorphine pour le plaisir et ocytocine pour l'euphorie. Ce soir, je pense avoir atteint l'orgasme en atteignant ce pupitre. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, l'immense joie que nous nous faisons, mes camarades et moi, d'être de retour au nid. Depuis que nous avions pris notre envol, nous avions bien évidemment changé. Mais le changement n'est-il pas constante de vie ? Nous avons changé à l'instar de ce monde, bien vivant lui aussi, une société libérale où la guerre, traînant son lot de traumatismes, de déchirures et de blessures, n'a plus sa place. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre dans le but ultime de préserver la paix. Alors, libéralisme remplace la guerre par compétition, avec pour seul mot d'ordre se défier pour ne pas se guerroyer. Qui détiendra en premier la bombe H? Qui conquérira en premier l'espace? Qui trouvera le vaccin en premier? Qui dominera les marchés financiers? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, toute tension est sujette à compétition. Ainsi, nous pouvons garder une sorte de paix simulée, une paix profitable à tous, mais surtout une paix qui aura fait ses preuves en termes d'efficience, puisqu'elle nous aura permis d'atteindre la quintessence en matière de mode de vie. La paix aura profité au salaire, à la moyenne d'âge, au mode de consommation, à la qualité de vie, une qualité de vie jamais atteinte en temps de guerre. Alors, comment peut-on encore aligner paix et nuisance en un intitulé ? Clamer que la guerre serait moins à craindre est une insulte, figurez-vous. Une insulte envers tous ceux qui ont laissé un frère, un père, une jambe, un bras, une maison, une perspective d'avenir, un rêve, une vie. Comment vous, enfants de la paix, n'ayant connu aucune guerre, n'ayant vu d'Auschwitz que photos, n'ayant défendu aucun front, n'ayant entendu de génocide rwandais que récits, comment vous pouvez clamer que la guerre serait moins à craindre ? À quoi aurait ressemblé un monde où la guerre serait privilégiée à la paix ? Si au lieu de faire des essais de missiles en mer du Japon, Kim Jong-un les envoyait directement en Corée du Sud. Après tout, pourquoi les deux Corées simuleraient-elles une paix plus coûteuse ? Que serait devenue l'Ukraine si Poutine, au lieu d'alimenter la guérilla en Crimée, a déclaré la guerre à Kiev ? Après tout, le dernier combat armé qu'ait connu cette région n'était pas si destructeur que ça, la chute de l'URSS n'étant rien. Pourquoi Erdogan se contenterait-il de soutenir Azéri face à Arméniens quand il peut repartir pour un tome 2 du génocide ? Pourquoi bâtir des organisations, signer des traités, envoyer des casques bleus aux 4 coins du monde ? Pourquoi feindre la paix si cela ne coûte plus ? L'absurdité de votre position me pousse à vous poser une question fatidique. À quoi aurait ressemblé notre vie si la paix simulée entre Rabat et Alger devait laisser place à une guerre déclarée ? Qu'auriez-vous à perdre, chers opposants ? Merci. Alors, moi aussi, j'allais avoir un orgasme en étant sur ce pupitre, mais à vous entendre idéaliser la paix, ça a été la débandade. Une paix simulée nuit plus qu'une guerre déclarée. La guerre, voilà donc un mot qui résonne fort en chacun d'entre vous. À l'entendre, votre cerveau ne lésine pas sur les moyens pour vous goinfrer d'images de sang, de violence et de mort. Vous pensez à tous les reportages que vous avez vus du coin de l'œil pendant le repas du midi. Vous pensez à tous les documentaires que vous avez dévorés pour vous sentir cultivé. Vous pensez à la mort. Vous avez peur. Votre cerveau de primate est en alerte. Il ne croit que ce qu'il voit. Pour lui, la guerre est synonyme direct de violence et de traumatisme. Néanmoins, la violence, mes chers amis, malheureusement, c'est comme les bonnes notes au bac. Il y a d'abord celles que l'on voit parfois, mais il y a surtout celles que l'on ne voit pas. Alors faut-il se concentrer sur la violence que l'on ressent, ou devrions-nous plus nous focaliser sur celle qui fait des ravages à notre insu ? Un dilemme des plus sordides, une question des plus difficiles auxquelles nos chers opposants croient avoir trouvé une réponse facile.
Au vu de leur position, ma foi, assez dogmatique, j'en conclus qu'ils ont cédé au piège de la facilité. Mais bon, pour un débat de gala, sur invitation de surcroît, je ne peux me contenter d'accuser. Alors voyez-vous, l'équation elle est très très simple. La paix simulée est de prime abord une solution préférable, une situation confortable à laquelle nous sommes enclins de nous pencher. Néanmoins, la paix simulée cache sous sa soutane les maux les plus graves et les conflits les plus féroces. En faisant davantage perdurer les différends, il ne fait que retarder l'issue. Sous son apparence idéale, la paix fait mijoter la haine, la laissant après reposer à l'air frais pour faire de la vengeance un plat qui se mange froid. Ce soir même, des individus aux profils antagonistes se regardent, s'observent en paix, mais avec méfiance. Alors tout d'abord, j'invoque la Providence pour qu'aucun incident ne survienne, mais à voir cette belle galerie, je peux remarquer que les élèves les plus frondeurs et les plus rebelles se trouvent qu'à quelques mètres de notre chère Madame Hanan, qui a fait disparaître bon nombre de leurs téléphones portables d'une ne sais-je quelle formule magique. Notre inspecteur Conan s'en fout royalement de leurs messages peu orthodoxes sur Snapchat ou de l'urgence de leurs conversations. Néanmoins, ces derniers cohabitent aujourd'hui en paix, une paix simulée, mais une paix qui risque d'éclater à tout moment. Bref, cet exemple un peu simpliste et métaphorique n'est que là pour prouver que la paix simulée ne fait que faire monter la marmite en pression. C'est une crainte endémique qui prend place. Alors, ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai peur de la paix simulée et des intentions dissimulées. Je vous remercie. Chère audience, chers camarades, chers opposants, bonsoir. En fait, vous êtes là, nous accuser de craindre la guerre. Vous dites que notre cerveau de primate ressent ces émotions alors que... Qui connaissez-vous? Qu'est-ce que vous connaissez de la guerre? Vous savez, quand on parle de guerre, ce n'est pas Fortnite. Les morts ne tombent pas au ralenti. Il n'y a pas de musique de fond qui va couvrir les cris de souffrance. Il n'y a pas de respawn non plus. Vous savez, notre histoire a été écrite par le feu et le sang. La guerre est feu et sang. La guerre est mort. La guerre est feu. La guerre est sang. Le feu et le sang. Il y a quelque chose de glorieux, d'impressionnant à ces deux mots. Quelque chose qui initie au fond de nous les ardeurs les plus primitives, nos instincts les plus primaires, qui nous imposent et nous posent l'impératif de vaincre. L'histoire est inscrite dans le temps. Et par le temps vient l'évolution. L'homme en a toujours voulu plus. Dans son avidité, il a voulu plus de terres à conquérir, plus de territoires à gouverner, plus de richesses à posséder. Et là, pour ce faire, il a pris le sentier de la guerre. Il s'est armé par le bronze, par le fer, par le silex, puis par les armes à feu, et enfin par l'arme nucléaire. Et là, Oppenheimer a dit « Je suis la mort, je suis devenu la mort, je suis destructeur des mondes. » La première moitié du XXe siècle, les conflits ont connu leur apogée. La mortalité de la guerre a atteint son pic. Et si on ne peut effacer les tragédies du passé, on peut au moins en apprendre des leçons. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons d'autres réponses pour se développer, pour conquérir et pour vaincre. Les guerres ne sont plus menées dans les champs de bataille. Elles sont dans les marchés, dans les universités, dans les laboratoires. Imaginez une seule seconde qu'au lieu de racheter la dette de l'Afrique, la Chine se mettait à mobiliser son armée pour la conquérir. Imaginez une seule seconde qu'au lieu d'imposer des sanctions économiques à l'Iran, Trump décide de mobiliser ses porte-avions et ses lance-missiles. Qu'adviendrait-il de notre monde? La paix doit être maintenue. Serait-il au prix de fourberies, de tromperies,
de malhonnêteté. La paix doit être maintenue, car c'est la seule manière que nous avons pour épargner aux générations futures le prix du feu et du sang. Admettre votre thèse serait faire un pas en arrière dans l'histoire. Ça serait d'évoluer au lieu d'évoluer. Merci. J'espère que je ne suis pas aveugle, mais ici il y a écrit paix simulée, non pas paix. Et de toute façon, nous sommes tous pour la paix. Et ce que nous sommes en train de tiquer, c'est la paix simulée. Et après, monsieur le Kromi, Trump n'est plus à la présidence, d'accord? Donc, honteux, indécent. Non, scandaleux, vous irez mieux. Je ne sais pas, j'hésite aussi de vous désigner d'insouciant, mais à ce moment-là, je risque de rentrer en guerre avec vous. Enfin, ce serait envisageable. Mais vous savez ce qui serait encore plus envisageable, c'est qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on ait une discussion. Sympa comme alternative, n'est-ce pas? Alternative impossible à envisager dans le cas où je garde cet avis pour moi. Du coup, on sera en paix puisque je ne vous aurais jamais désigné d'insouciant et donc, par suite logique, on ne serait pas en guerre. Et même si au fond je vous aime pas, enfin dans l'exemple, la paix je la simulerai. Et oui, je la simulerai, je prendrai du plaisir à faire semblant jusqu'à ce craquage. Bon, de la pomme succulente bien juteuse jusqu'à la pomme empoisonnée de chez Blanche-Neige. Et c'est pour ça que la paix en latin c'est pax, mais paix simulée en latin c'est simulata pace. Pax et pace c'est deux mots totalement différents. Au niveau linguistique c'est différent et même au niveau du contexte, chers amis, c'est différent. Du coup, dites-vous que quand une paix est associée à une quelconque forme de simulation, ce n'est plus une paix, c'est une guerre plus. Et c'est comme une pomme, c'est bon, mais avec du poison, c'est mortel. Je m'explique. Prenons pour exemple une pomme. J'aime bien les pommes, ne jugez pas. Et vous savez qu'on peut se faire empoisonner par une pomme sans qu'on le sache, puisque la pomme de base, elle est propre, comestible et prête à se faire manger à tout moment. Mais on s'y attend pas quand il y a du poison. Enfin, on ne peut pas différencier et distinguer entre une pomme empoisonnée et une pomme normale. Et le problème, c'est quand tu y croques parce que la tentation est réelle, c'est ciao, on se voit en haut, mon ami. Et pour ceux qui n'ont pas pu cerner la métaphore, je vais vous faire plus simple. Imaginez avec moi que le Maroc soit en guerre avec la Russie, sans qu'on le sache, d'accord? Et que dès qu'on sort de ce débat, enfin sans qu'on le sache, c'est une paix simulée vis-à-vis de nous. Et que dès qu'on sort de ce débat, on entend un on regarde en haut et on voit un missile S-400 russe se diriger sur nous. Et c'est ce qui s'est passé pour les habitants d'Hiroshima. Je dis ça, je dis rien. Après vous, chers ambassadeurs, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais bien être informé s'il y a un missile nucléaire qui a mon enveloppe corporelle pour cible, mon sang. Et la question que je me pose et que j'aimerais vous poser par la même occasion, c'est comment on peut régler un problème ou une guerre, si vous voulez, si on ne le connaît même pas, ce problème. Sauf si j'ai zappé un épisode dans ma tête où l'humanité arrive à tout savoir instinctivement. Enfin, je ne pense pas que ça soit possible. Plutôt logique, non? Merci. Alors, je constate à l'applaudimètre que je ne joue plus à domicile, c'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, à vous écouter, cher opposant, j'ai comme une berceuse qui est là et qui entre dans mon oreille. Et je peux même vous assurer qu'à un moment, j'ai vraiment essayé de vous écouter, de faire attention à chaque mot que vous dites, mais cette berceuse continuait, même sa voix s'intensifiait. Elle disait « fatalité, fatalité, fatalité ». À vous croire, cher opposant, la guerre est inéluctable. Et avec la paix simulée, nous ne faisons que retarder une échéance. Alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Car je pense qu'il est là vraiment votre plus grand déficit, cher opposant. C'est votre manque de pragmatisme. Vous pensez que d'un jour au lendemain, nous allons faire la paix, une paix totale, une paix sans sentiment, sans rancœur. Certes, j'ai perdu mon père dans la guerre, mais qu'importe, je vais faire la paix parce que la paix c'est bien, parce que nous voulons la paix, une paix qui ne soit pas simulée. Non, ça ne marche pas comme ça, cher opposant. Et ce n'est vraiment pas comme ça que ça marche. Et justement, pour vous répondre et pour vous donner une réponse brève et concise, comment marche le processus de paix? La paix est d'abord imposée à des populations qui ne s'aiment pas du fait de leur histoire, et ça, c'est un fait.
Mais lorsque finalement on arrive à simuler cette paix et qu'on arrive à la faire durer assez longtemps, finalement peut-être qu'on épargnera cette haine à nos enfants. C'est exactement ce qu'a dit mon camarade et ami de longue date, Kalomi, que vous n'avez sûrement pas écouté. Et avez-vous écouté? La guerre est le moteur de l'histoire. Nous faisons la guerre pour des causes justes, mais non, car c'est la guerre qui sanctifie chaque cause. La guerre est le moteur de l'histoire. Et à vous écouter, chers opposants, vous faites exactement ce qu'on pourrait appeler le biais du survivant, dans la mesure où vous voyez les résultats, mais vous ne voyez pas ce que les résultats, les résultats de la guerre ont empêché. Imaginez un seul instant que ce que serait la guerre contre le Covid-19 sans la compétition entre les États qui se font une paix simulée pour le vaccin. C'est grâce à ça qu'on a obtenu des résultats aussi rapides. Et ça, c'est bien, puisque la compétition est saine, même dans un contexte de paix simulée. Et l'histoire, elle regorge d'exemples de paix simulée. Vous savez, durant le confinement, je me suis pris d'un intérêt profond pour la Grèce antique. Et je me suis intéressé à un phénomène qui a eu lieu chaque année en Grèce antique, c'est les Jeux Olympiques. Et durant cette période, même des États qui se faisaient la guerre ne se font plus la guerre. Et finalement, nous arrivons à canaliser toute cette énergie de violence qui vit dans l'être humain. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais on arrive à canaliser toute cette énergie pour finalement jouer à un sport. Et imaginez un seul instant si la paix simulée que nous vivons aujourd'hui avait commencé un peu plus en arrière. Les progrès en termes d'art, de médecine seraient incroyables. Et je ne parle même pas d'éducation ou de lutte contre la malnutrition. Vive la paix simulée. Mesdames et messieurs, l'être humain est arrivé à la constatation médiocre de devoir révéler la négation en toute bonne foi. Là où certains y trouvaient refuge ou échappatoire, se voient aujourd'hui contraints d'admettre que l'histoire ne fait que répéter en boucle ce qui s'avère être la déchéance de l'humanité. S'il faut simuler la paix, pourquoi ne pas simuler la guerre? Vous allez me dire en vous moquant, à quoi bon simuler la guerre? Ou même, pourquoi simuler la guerre? Et je vous dirai d'un ton très sérieux, pourquoi simuler la paix? À quoi bon simuler la paix? Bon, bien sûr, question oratoire, je n'attends pas vraiment de réponse bien précise, je ne fais que vous pousser à cogiter. Simuler la paix est, d'une manière ou d'une autre, le fait de retarder un tout petit peu plus l'avènement de ce conflit. Mais contrairement à son homologue gorgé d'arnaque, la vraie paix, elle, empêche complètement l'avènement de ce conflit. Bon, évoquons un peu de philosophie et parlons de George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel développe dans son livre La phénoménologie de l'esprit le concept de raison. Pour Hegel, la raison est responsable de tout ce qui nous entoure. Si vous avez perdu de l'argent, un objet précieux ou un proche, c'est qu'il y a une raison. Et que ceci influencera d'une manière ou d'une autre le cours de votre histoire. Et que cet événement, plus tard, et cet événement qui n'est point anodin, fera de vous un millionnaire ou un chômeur. La raison est responsable de tout. Il y a eu même des variantes de ce concept qu'on appelle aujourd'hui l'effet papillon, le destin, chez les musulmans, al-qadar, et chez les chrétiens, la prédestination. Et au final, c'est ce que Hegel appelle la raison. Hegel pousse même le délire un peu plus loin. Voilà, il ne s'arrête pas là. Il dit même que depuis l'aube de l'humanité, nous sommes tous gouvernés par cette même raison. Si à travers l'histoire, nous avons construit des civilisations et élaboré des lois, c'est grâce à notre raison. Si nous ne sommes plus une bande d'australopithèques homo sapiens arriérés qui se battent pour du feu, de la nourriture et des femmes, c'est grâce à notre raison. Nos émotions, nos actions, notre distinction du bien et du mal et nos raisonnements, tout ça, c'est grâce à notre raison. Et ma raison, mesdames et messieurs, me dit aujourd'hui que une paix simulée, alors, je ne peux pas normaliser avec ça. Ma raison refuse de normaliser avec cette hypocrisie médiocre d'accepter un mensonge qui fait du bien à la place d'une vérité qui blesse. Et c'est purement subjectif. Attendez, mesdames et messieurs, faites attention au bon jeu d'acteur. Ma raison est en train de me dire, ma raison est en train de changer d'avis. Elle est en train de me dire dans l'oreillette que, en fait, une paix simulée n'est pas un mensonge qui fait du bien, mais plutôt un mensonge qui fait du mal. Donc, en fait, nous avons le choix
entre un mensonge qui blesse et une vérité qui blesse. Mais ma raison refuse de flancher devant un dilemme aussi stupide et banal. Voyons maintenant ce que votre raison pense. Voyons, mes chers compatriotes, je n'ai jamais connu la guerre, c'est véridique, c'est une réalité. Mais j'ai bien connu la paix. Et croyez-moi, la paix, ce n'est pas une simulation à la Assassin's Creed. Merci. Alors, merci. Alors, je m'attendais à pouvoir résister une quinzaine de minutes à vous entendre, mais chère audience, je vais être honnête avec vous. Depuis le début du débat, je peine à écouter quatre petites têtes venir faire l'éloge de la guerre. Je peine à canaliser mon irritation face à un discours aussi aberrant qui associe la paix simulée à la nuisance, alors que c'est grâce à cette même paix simulée que beaucoup de pays ont réussi à dépasser leur haine, et non à retarder la paix ou atténuer je ne sais quoi. Oui, c'est grâce à cette même paix simulée que l'Allemagne et la France ont réussi à dépasser leur haine sans borne après la Deuxième Guerre mondiale. Les souvenirs horribles de la guerre, accompagnés d'une aversion et d'une antipathie profonde, étaient omniprésents avec son corollaire, la vengeance. Les lamentations de la nation française qui se vit comme victime et les Allemands qui n'acceptaient pas d'avoir le couteau sous la gorge, tout ceci saupoudré d'une légère et d'un ego blessé, et voilà que le seul et unique scénario qui laissait augurer était l'éclatement d'une nouvelle guerre entre les Français et les Allemands. Et pourtant, allez voir aujourd'hui, avoir leurs relations bilatérales, avoir la France et l'Allemagne être les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre, eh bien, le mignon couple franco-allemand nous laisserait presque penser à ce que rien de tout cela n'a jamais existé. Et c'est d'ailleurs cette même stratégie efficace qu'a employé Gandhi en 1946 et 1947 pour endiguer le nettoyage ethnique entre deux États indiens ensanglantés par des affrontements entre hindous et musulmans. Alors, maintenant, dites-moi opposant. Dites-moi, si ce n'est grâce à la paix simulée, comment est-ce que l'Allemagne et la France ont réussi à dépasser leur haine? Comment est-ce que les musulmans et les hindous ont dépassé leurs différends? Et finalement, à quoi aurait ressemblé notre monde s'il n'y avait pas de paix simulée? Et attention, avant de vous précipiter, comme vous le faites si bien, à répondre, faites attention à ce que vous allez dire parce que vous risquez de perdre toute crédibilité. Merci. Une coquille sans fond, un tonneau vide, un immeuble sans poutre et une école sans piliers. Vous avez tiqué, parce que toutes ces expressions ne sont pas toutes belles à entendre. Et pourtant, une paix simulée vous paraît totalement normale. Or, une paix simulée est une paix sans conviction, sans valeur, sans principe, sans plancher sur lequel se développer et sans toit pour la couvrir. Et cette petite allégorie qui vous paraît inoffensive, bien, elle conduit essentiellement à une fin désastreuse. Mais que serait une argumentation sans exemplification pour la soutenir? Pour citer historiquement les choses, à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles en 1919 a été imposé sur l'Allemagne par les Alliés. Hélas, une paix imposée n'est que simulée, surtout quand il s'agit d'une obligation unilatérale. Ce traité laissa naître chez le peuple allemand une haine sordide envers le reste du monde et de son gouvernement qualifié de démocratie imposée. Cette haine cultivée d'année en année à la vue de se faire retirer des terres et de devoir verser une énorme indemnité de guerre pour pouvoir payer les réparations des dégâts est à la source l'un des épicentres de la Deuxième Guerre mondiale qui a été plus marquante. Comme quoi une paix simulée engendre bien plus de dégâts que nous le croyons. Et subtilement, moi qui croyais que faire la guerre n'était qu'un jeu d'enfant, il m'est arrivé de reconsidérer ma thèse en lisant du Martin Luther King. Je cite, « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. » Fin de citation. Les paroles d'un sage qui viennent éclairer l'amalgame qui rôde depuis le début de notre débat. Qu'au final, la guerre n'est pas sans but. Et la paix est bien plus complexe que ça en a l'air. Alors, une paix simulée n'est qu'une forme de facilité.
Et bien trop souvent, choisir la facilité, c'est normaliser avec la médiocrité. Merci, mesdames et messieurs. Chers opposants, merci d'avoir relevé l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale a éclaté? Ce n'est pas parce que la paix simulée est une bombe à retardement, comme vous ne cessez de le répéter, mais c'est bel et bien parce que les Allemands ont refusé de maintenir la paix simulée, car la paix simulée ne fait pas de morts, ne fait pas de millions de morts. La paix simulée permet de garder les hostilités dans un status quo, permet de tout simplement d'épargner des vies. Car comme je l'ai dit plus tôt, la guerre est mort, la guerre est feu, la guerre est sang. Donc, chers opposants, je pense que vous emmêlez un peu les pinceaux. Vous ne cessez de dire que la paix simulée n'est qu'une bombe à retardement. Ce n'est que parce que ces idées que vous véhiculez, que la paix nuit plus, que la guerre éclate. En fait, vous ne connaissez rien au fonctionnement de la guerre. Les dégâts de la guerre sont bien réels. Ils sont indélébiles de la mémoire des générations qui l'ont vécu. On ne les efface pas. Ce n'est pas en s'aimant l'un l'autre, en aimant son prochain, que l'on pourra dépasser la guerre. C'est en faisant acte de paix. C'est en cessant les hostilités. De la violence ne naîtra que la violence. Le cycle de la haine se répétera. Ceux qui sont nés dans la guerre répéteront la guerre et feront la guerre au monde. C'est ainsi qu'on peut le voir avec la guerre d'Afghanistan. En 1979, les États-Unis et l'Union soviétique sont pleinement conscients des dégâts que peut avoir une guerre dans leurs territoires respectifs, décident de délocaliser le conflit et de le mener dans d'autres territoires. Alors, les États-Unis soutiennent les Moudjahidines et l'URSS soutient le gouvernement communiste. 9 ans plus tard, le pays est toujours divisé, les différentes factions se disputent le pouvoir, le pays est à feu et à sang. Ces différentes factions donnent naissance à Al-Qaïda, aux talibans, ce qui mène ultimement aux attentats du 11 septembre. Dire que la paix simulée ne fait que retarder la guerre est peut-être juste, mais sûrement faux. Retarder la guerre a ses bénéfices. Et en tous les cas, comme l'exemple de mon camarade, celui de la guerre civile en France, celui de la Grande-Bretagne, retarder la guerre donne ses bénéfices. Donc la paix doit être maintenue, malgré son hypocrisie, malgré les fourberies, malgré les intentions latentes, malgré la haine qui est là, immiscée au fond de cette paix. Parce que la paix ne se construit pas en un jour. La paix doit être précédée d'une paix simulée, faisant acte de paix, où les hostilités sont stoppées. Merci. Alors, les objets les plus lourds sont facilement attirés vers le bas. De ce fait, la grosse tête bien cultivée de M. Esseri a été très facilement attirée vers la facilité intellectuelle. Je comprends qu'en jouant à l'extérieur, vous avez un peu de mal à vous concentrer. Néanmoins, ça n'explique pas l'incompréhension que vous avez exprimée tout au long de ce débat. Notre position, elle est très très simple, je vais être très bref. Nous sommes contre la paix simulée qui fait perdurer le conflit. Nous sommes contre la paix simulée qui ne fait que faire gonfler l'abcès. La paix simulée, comme je l'ai dit auparavant, fait mijoter la haine au pot-de-feu, puis la laisse bien refroidir à l'air pour que la vengeance soit un plat qui se mange froid. La paix simulée ne conduit qu'à plus de tensions et de ce fait qu'à plus de dégâts quand la guerre éclatera, parce que quand on parle de conflits, de vrais conflits, non pas de conflits dans le cadre économique, eh bien la guerre, c'est une fatalité, elle arrivera un jour ou un autre. Alors pourquoi ne pas crever l'abcès le plus tôt possible au lieu de laisser tout ça mijoter et au lieu de ne pas arrêter les dégâts d'une façon abrupte?
C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Déjà, monsieur dont je ne connais pas le prénom, je ne vous permets pas de me dire que je joue à l'extérieur, c'est autant chez moi que chez vous ici. Maroc, Algérie, Sahara, Arménie, Azerbaïdjan au Karabakh. D'un côté, un exemple de paix simulée, de l'autre, une guerre déclarée. Le Sahara, comme le Haut-Karabakh, a toujours été terre disputée, controversée, réclamée. Entre ingérences externes, mouvements séparatistes et conflits entre terres voisines, les tensions sont vives et les enjeux gros. Alors, pendant que Rabat et Alger tentent tant bien que mal de stimuler une paix profitable à tous, qui nous garantit prospérité, sécurité et sérénité, Azerbaïdjan et Arménie semblent avoir choisi une toute autre voie. Chars, drones, bombardements de cibles civiles, armes anti-aériennes. Je suis désolée. Le quotidien de ces deux voisins est animé de combats meurtriers alimentés par Moscou, Téhéran ou encore Ankara. Donc si je résume, même problématique, à savoir une terre disputée, différentes approches et un quotidien des peuples qui se retrouvent à l'antipode l'un de l'autre. Puisque ce soir, à l'heure où je serai rentrée raconter le cours de ce débat à mon petit papa Allah, un jeune Azéri pleura le sien parti trop tôt. Comme demain, à l'heure où vous vous réveillerez pour rejoindre votre lycée, un jeune Arménien mourra sous l'effet d'une bombe en salle de classe. C'est la guerre. C'est la guerre, mesdames et messieurs, tantôt destructrice, tantôt meurtrière. À son passage, rien n'est plus. Elle n'épargne ni femmes, ni enfants, ni vieux, ni infrastructure, ni art, ni culture, ni économie, ni ordre social. C'est la guerre. La question maintenant que je vous pose, si la guerre était réellement moins nuisible, pourquoi les États s'en priveraient-ils ? Vous avez peut-être l'impression, en feuilletant la presse aujourd'hui, que le monde connaît de plus en plus de guerres, en allant de la Syrie au sud du Soudan, en passant par l'Irak, la Libye. Mais ceci est faux. Les chiffres sont là. Au sortir de la guerre froide, dans les années 90, le monde connaissait 63 conflits. 63 conflits entre ceux d'haute et de basse intensité. Au jour d'aujourd'hui, près d'une génération après, le monde n'en compte plus que 36. Alors, vous pouvez considérer que c'est 36 de trop, oui, mais vous pouvez aussi voir que c'est 27 en moins. Alors, si les guerres se font de plus en plus rares aujourd'hui, c'est parce que les États ont compris, c'est parce que l'histoire nous aura appris que c'est guerroyer, c'est risquer de se perdre, de dévoluer et de détruire tout ce que nous avions mis tellement de temps à construire en temps de paix. Merci. Famine, chômage, guerre civile, pauvreté, tout ça c'est les conditions de vie des Allemands et vous leur demandez de rester les bras croisés. Non, honnêtement ça m'énerve parce que vous nous accusez d'être pour la guerre, pour la destruction alors qu'on ne fait que préférer une paix simulée à une guerre déclarée et on ne fait qu'approuver, que donner des thèses qui prouvent ce qu'on dit. Donc bref, j'ai fini ma dernière intervention avec le mot logique. J'aimerais introduire celle-ci avec le mot logique. Logique, simple, clair et net. Et en démontrant la véracité de cette logique, je défie toutes les lois des raisonnements logiques en essayant de la bâtir, chose que personne ne peut faire puisque c'est logique. Et d'ailleurs, j'adorais vous poser quelques questions parce qu'ils sont si calés en guerre et tout ça. Et au final, moi, je sais rien. Voilà. Et donc, vous qui maîtrisez si merveilleusement ce sujet, à quoi bon simuler une paix, puisqu'au final, il ne représente qu'une épée de Damoclès suspendue sur nos têtes? Est-il juste de faire subir aux concernés les conséquences ravageuses d'une paix simulée? En parlant de justice, d'ailleurs, ça me rappelle Socrate, moi. Quand on l'a condamné à mort, puisqu'il ne faisait que poser des questions partout dans Athènes, en prétendant ne rien savoir. Mais en fait, c'est l'ironie socratique qui a fini par tuer Socrate. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que ses proches voulaient le faire évader. Et du coup, Criton, son ami, lui a dit « Socrate, écoute, mon frère, moi j'ai un plan de malade du futur, j'ai envie de te faire évader demain, c'est bon. » Le plan, il est fait. Il devinait Socrate, lui a répondu quoi? Il lui a dit « Est-ce juste que je m'évade ?» Criton lui a dit « Oui ». Socrate, après un long dialogue, lui prouve que non. Donc, là je vous vois tous, vous me regardez de manière bizarre, vous me dites « Mais quoi? C'est quoi la relation entre la condamnation à mort de Socrate et la paix simulée ?» Eh bien, le lien entre eux, c'est la morale. Socrate ne s'est pas évadé parce que ce n'est pas moral de le faire, tout comme ce n'est pas moral de faire semblant d'être en bon terme avec quelqu'un ou avec une entité, ou vous avez compris. Donc, moi je me rappelle pas de mes parents qui me disaient tu m'as jamais dit oh mon fils, sois hypocrite, n'importe le contexte. Oh mon fils,
Tu mens et tu iras loin dans la vie. Non, jamais. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, pour finir, qu'entrer une guerre déclarée avec une paix simulée, c'est comme préférer de se faire torturer pendant des années pour au final mourir que de recevoir directement une balle dans la tête. Mijotez et tenez-moi au courant. Merci. C'est désolant. C'est désolant, mesdames et messieurs. Depuis tout à l'heure, nous vous lançons une myriade d'arguments aussi variés et diversifiés que possible. Et tout ce que vous avez à répondre se tient en 2 mots. La première, cours de morale. Et le deuxième, c'est fatalité. Mais est-ce que je suis en train de débattre avec des jeunes, vraiment des gens plus jeunes que moi? Je n'y crois pas, vraiment. Une telle fatalité, même un prophète ne l'aurait pas. Mais... Et là, c'est vraiment ce qui me titille le plus, c'est encore une fois, votre manque de pragmatisme. Vous nous faites des cours de morale. Oui, l'hypocrisie, c'est pas bien. Mais non. Mais vous pensez vraiment qu'on passe de la guerre la plus totale, du sang partout, des morts, des familles brisées, à la paix, la paix la plus totale, l'acceptation de l'autre malgré sa diversité? Non, vraiment. C'est bien joli, oui, c'est joli, sauf que tout ça, ça n'existe pas. Parfois, il faut faire des compromis, parfois, il faut être vicieux. Moi aussi, je peux être vicieux. Moi, je ne vais pas vous dire que oui, ma mère m'a bien éduqué, mais bien sûr qu'elle m'a bien éduqué, mais en même temps, je sais faire des compromis dans la vie, car finalement, une telle moralité, ça n'existe que sur le papier. Nous avons creusé plein d'aspects de la paix. La paix sociale, par exemple. La paix sociale, elle aussi, elle fait avancer l'humanité dans la mesure où, regardez juste les printemps arabes. Le Maroc s'en est sorti par le haut, puisqu'il a su garder la paix sociale, même si elle est très fragile, et même, je dirais même qu'elle est stimulée, alors que d'autres pays ne l'ont pas fait. Mais il y a un aspect de la paix qui les surpasse tous. On l'a appelé sous divers noms au cours de l'histoire. Certains, les Grecs que j'aime beaucoup, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, l'ont appelé l'ataraxie. Les musulmans l'appellent Tuma'nina. Les premiers chrétiens l'appelaient la félicité. Je parle bien évidemment de la paix intérieure. Rien ne vaut la paix intérieure. C'est sûrement la quête ultime de l'humanité. Le Bouddha l'a cherché, les philosophes l'ont cherché. Peut-être que même nous la cherchons maintenant, même si je pense que l'humanité a perdu sa quête et je ne saurais dire à quel moment. Certes, l'humanité vit le plus longtemps, mais est-ce que vous pensez qu'un navire a longtemps navigué lorsque surpris de le port par des vents violents et des vagues contraires, il fut ça et là ballotté dans la mer, de sorte à toujours rester dans le même espace. Il n'a pas longtemps navigué, il a été longtemps battu par la mer. De même pour certaines personnes, ils ne sont pas restés... de même pour certaines personnes, ils n'ont pas vécu longtemps, ils sont trop longtemps restés sur Terre. Et est-ce que vous pensez que moi maintenant, je fais preuve de sérénité? Est-ce que je suis stoïque? Non, c'est pas le cas. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce débat et des enjeux. Mais tout de même, je suis là tel un pantin Saint-Jean, la paix intérieure. Je simule. Mais est-ce que vous pensez que la guerre intérieure est meilleure? Est-ce que vous pensez que je devrais laisser vraiment la parole à cette peur et que être fataliste comme mes opposants et dire que oui, cette guerre finira tôt ou tard par éclater, que nous faisons que retarder l'inéluctable? Non, ce n'est pas notre position. Faisons la paix. La paix, si nous n'arrivons pas à faire la paix, essayons au moins de la simuler. Fake it till you make it. Merci, chère audience. Merci de décrédibiliser nos propos. Je possède un grand respect pour vous, mais je ne pense pas que ce respect soit mutuel. C'est pas grave. Donc, puisqu'on aime bien la chronique de Felgouche sur la philosophie, nous allons continuer avec de la philosophie et nous allons parler de Platon. Platon parle dans le livre 7 de la République d'un concept qui est l'un des plus importants, c'est l'allégorie de la caverne. Des hommes sont placés dans une caverne. Ils n'ont aucune idée du monde tangible car ils ne sont jamais sortis de cette caverne. Devant eux, un mur et derrière eux, un feu. Et on place devant ce feu une pomme. Puisqu'on aime bien les pommes, on va placer devant ce feu une pomme. Et les hommes ne peuvent ni voir la pomme, ni voir le feu. Tout ce qu'ils peuvent apercevoir, c'est le mur. C'est les ombres projetées sur le mur en face d'eux. Et du coup, ils vont voir l'ombre d'une pomme qu'ils vont appeler pomme. Et c'est la même chose pour un
petit cheval en bois. Ce qu'ils vont appeler cheval n'est en fait que l'ombre d'un petit cheval sculpté en bois. Par la suite, l'un des hommes remonte la caverne pour apercevoir la réalité en face. Au début, il est ébloui par les rayons du soleil, puis il s'adapte et il y voit plus clair. Il se rend compte qu'en fait, ce qu'il appelait pomme n'était que l'ombre d'une pomme, et que cette ombre n'était qu'une réalité illusoire de la vraie réalité, et que malgré la convergence des mots, ce ne sera jamais la même chose ou la même idée. Tout d'abord, mesdames et messieurs, nous devons nous mettre d'accord sur une chose. Une paix simulée est un mensonge, une guerre déclarée est une vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que essayer de combattre, non, tout simplement, il faut juste savoir une chose, c'est confronter une solution mensongère à un problème véridique, ça mène au chaos et à l'anarchie. Parce que on ne peut combattre la guerre qu'avec la vraie paix. Parce que comme la guerre, c'est une vérité. Vérité contre vérité, mensonge contre mensonge, pas de métissage. Et pour preuve, l'homme qui avait remonté la caverne pour apercevoir la réalité revint chez ses compatriotes pour leur raconter ce qu'il avait vu. Il revint pour raconter la réalité qu'il avait vue. Mais pas de bol pour lui, il confronta une vérité à un mensonge et ses amis finirent par le tuer, refusant d'abandonner l'utopie dont ils étaient esclaves. Platon expliqua aussi dans l'allégorie de la caverne qu'il faut impérativement confronter ses opinions à ceux d'autres personnes pour essayer d'atteindre la vérité. Et on ne peut que déduire qu'une paix simulée ne sera jamais une paix. Et que une guerre déclarée sera toujours une meilleure option dans le pire des cas. Et mesdames et messieurs, car au final, que ce soit une pomme empoisonnée ou l'ombre d'une pomme, ce ne sera jamais une bonne pomme. Et ça, c'est une peluche. Vous avez l'air déçus. Vous vous attendiez à une pomme. Ah, mesdames et messieurs, je vous comprends. Je pense que j'aurais eu la même réaction si j'assistais à une paix simulée alors que je m'attendais à une vraie paix. Merci.